un terme, plutôt un mot que je vous conseille d'éviter d'utiliser dans votre protocole d'étude, dans votre méthodologie, c'est l'échantillon. Le terme échantillon est appliqué uniquement quand notre population d'études est très très importante, au-delà de 1000 sujets à étudier. Donc, la technique d'échantillonnage, elle nous permet de cibler la population d'études. Bon, c'est une technique qui est utilisée quand la population mère ou la population d'études est très, très grande. En revanche, pour les mémoires de fin d'études ou pour les mémoires, même pour les thèses, si vous voulez, si la population elle est de 200 ou 300, on ne peut pas utiliser une technique d'échantillonnage sur une population d'études qui est petite, de 200, voire même 300. En revanche, on peut l'utiliser si on a certaines contraintes. Si vous voulez, ces contraintes peuvent ne pas, si vous voulez, ces contraintes, que ce soit des contraintes temporelles, on est limité par le temps pour remettre les résultats de notre étude, malgré que la population d'études n'est pas très importante. Si on a des contraintes de coût, donc il y a plusieurs outils à utiliser qui sont coûteux pour les tester sur toute la population d'études. Mais pour vous, pour les résidents, pour votre mémoire de fin d'études, je pense que votre population d'études n'est pas très importante. Même si la durée de votre étude, elle dépasse les 3 mois, voire même 6 mois, si vous avez déjà commencé à étudier pour votre mémoire. Donc, les techniques d'échantillonnage est un outil pour cibler la population d'études, mais il faut qu'elle soit représentative de la population mère. Donc, pour effectuer une étude, que ce soit dans le cadre d'une communication, dans le cadre d'un mémoire de fin d'études, dans le cadre d'une observation clinique, voire même une expérience, on se sert généralement d'un échantillon si la population d'études est très importante ou même si on a des contraintes pour remettre les résultats, que ce soit des contraintes temporelles ou des contraintes de coût. Donc, cette technique d'échantillonnage va être réalisée sur une population qui est réduite, mais qui doit être représentative de la population mère. Une contrainte de cette technique d'échantillonnage, c'est qu'il faut qu'on ait une liste complète de la population mère pour réduire notre population d'études et pour que les résultats soient significatifs et qu'ils soient représentatifs de la population mère et appliqués à la population mère. Donc, si vous êtes appelé à exécuter ou faire une étude, voire même un sondage, l'objectif est d'obtenir une vue représentative sur un certain nombre de variables ou de propositions dans une certaine population cible à étudier. Donc, à cause de plusieurs contraintes, surtout liées au nombre de la population, si elle est trop grande, si elle est coûteuse, si notre étude nécessite l'usage de certains outils ou explorations qui sont coûteux, soit des contraintes de temps, donc on a peu de temps pour remettre des résultats d'une population qui est très importante et que ces résultats doivent être significatifs. Il est souvent très difficile d'interroger toute la population mère. Dans ce cas, on sera obligé d'étudier sur une certaine population qui est réduite, appelée échantillon. Et pour utiliser le terme d'échantillon, on ne peut pas l'utiliser de façon sélective. Il y a des techniques d'échantillonnage. Ce n'est pas à nous de choisir, par exemple, on fait une étude sur une population de cuisiniers, par exemple, les cuisiniers de nombreux hôtels. On ne peut pas choisir les cuisiniers de tel hôtel ou tel hôtel. Nos résultats ne vont pas du tout être significatifs. Donc, il y a des techniques d'échantillonnage. Elles doivent être le plus souvent aléatoires, donc au hasard, qu'on doit choisir, mais en respectant les conditions de ces techniques d'échantillonnage. Donc, cette sélection doit refléter la population le mieux possible. Donc, il est très important d'utiliser une taille correcte pour notre échantillon d'études. Donc, si l'échantillon est trop grand,
et qui peut créer des coûts inutiles et des retards. Si l'échantillon est trop petit, les résultats ne vont pas être statistiquement significatifs et qu'aucune conclusion fiable ne peut être tirée. Donc, vous voyez, ce n'est pas la taille de l'échantillon qui peut nous orienter vers une technique d'échantillonnage. Donc, soit elle est trop grande ou trop petite, il y a des techniques de sélection de cet échantillon d'études pour que les résultats soient significatifs. Pardon, docteur Chever. Oui, oui, Bouslimani. Je ne sais pas si le problème réside chez moi ou la Kamel, mais on est toujours figé à la première diapo. Donc, parfait. Donc, je préfère supprimer diaporama. Donc, c'est ça le problème. Je reprends? Non, non. D'accord. Alors, quels sont les objectifs de la présentation de la conférence d'aujourd'hui? C'est que vous connaissiez les différentes techniques d'échantillonnage et c'est une question qui a été déjà posée au DEMS, ça fait très longtemps, mais tout dépend des membres du jury. Donc, c'est une question qui a déjà été posée. Donc, ils ont demandé de citer les différentes techniques d'échantillonnage et les conditions de chaque technique. Alors, dans un premier temps, on va définir c'est quoi un échantillonnage. Donc, comme son nom l'indique, c'est un processus qui permet d'étudier une petite partie d'une population pour établir un jugement sur la population entière. Et bien sûr, le choix de cet échantillon implique de choisir un certain nombre d'individus au sein d'une population mère. Je vous ai dit que la contrainte d'une technique d'échantillonnage, c'est qu'il faut qu'on ait la liste complète de toute la population mère. Au fait, il existe d'autres techniques d'échantillonnage qui ne font pas l'objet de notre étude. C'est dans le cas où la population est indéfinie. Donc, on ne peut pas appliquer le technique d'échantillonnage aléatoire si on n'a pas la liste complète de la population mère. Alors, donc, en résumé, échantiller, c'est choisir une petite partie de la population pour représenter l'ensemble de la population. C'est quoi un échantillon représentatif? Donc, un échantillon est dit représentatif lorsqu'il peut traduire le plus fidèlement possible les caractéristiques importantes de la population mère. Donc, c'est-à-dire qu'il peut représenter la population mère et qu'on peut appliquer les résultats de notre étude, c'est-à-dire les objectifs de notre étude à la population mère. Donc, c'est ça un échantillon représentatif. Donc, si vous travaillez sur un échantillon, au fait, c'est pour chercher des résultats à vos objectifs et les appliquer sur la population mère. Donc, les résultats recueillis et observés sur votre échantillon d'études n'auront aucun sens si la population mère ou la liste de la population mère ou l'effectif de la population mère n'est pas connu. Et pour avoir des résultats représentatifs sur la population mère, il faut qu'on ait recours à des techniques bien précises pour construire un échantillon et s'assurer qu'il est représentatif et qu'il peut être appliqué à notre population mère. Donc, quelles sont les différentes techniques d'échantillonnage ou de sondage? Au fait, avant d'aborder l'objectif du cours d'aujourd'hui, donc les techniques d'échantillonnage, j'aimerais vous poser une question. C'est quoi, en fait, l'exhaustivité? Donc, dans vos résultats ou dans votre méthode d'étude, dans le cadre du mémoire de fin d'études ou carrément d'une communication ou d'une enquête, on a tendance à utiliser le terme exhaustif. C'est quoi, en fait, l'exhaustivité? Quand vous faites une étude exhaustive, qu'est-ce que ça veut dire? C'est prendre tout le monde sera concerné. Donc, c'est toute la population d'études qui va être concernée par votre étude, toute la population mère. Est-ce qu'on peut appliquer des techniques d'échantillonnage sur la population exhaustive? Quand vous faites une étude exhaustive, est-ce que vous allez appliquer une technique d'échantillonnage?
si elle est exhaustive, normalement, on a caché l'échantillon. Voilà, donc s'il vous plaît, faites très attention dans les mémoires de fin d'études, on a tendance, bon, dans la méthodologie, le type d'étude, il mentionne que c'est une étude de type exhaustive, d'accord? Mais dans la discussion, on a tendance à retrouver que l'échantillon concerné par notre étude, donc évitez le mot échantillon quand votre étude est exhaustive parce que ça devient faux. Les résultats sont faux. Donc, il n'y a pas de population, tant qu'il n'y a pas de sélection d'une certaine population d'échantillons à étudier, dans l'exhaustivité, on ne peut pas utiliser même pas le terme échantillon. Donc, tous les individus qui constituent la population mère, donc, c'est les individus qui seront ciblés par notre enquête. C'est une méthode qui est faisable, bien sûr, lorsque la taille de la population mère n'est pas très grande. Par exemple, si vous faites votre étude sur 50 travailleurs d'une entreprise de production alors qu'il y a plusieurs travailleurs, votre étude n'est pas exhaustive et dans ce cas-là, vous êtes contraint d'utiliser une technique d'échantillonnage. C'est contraignant parce que les résultats ne sont pas très fiables, vu le risque d'erreur alpha qui est toujours utilisé dans ces techniques. D'accord? Si vous avez par exemple 30 jardiniers, eh bien, l'étude elle est exhaustive. Mais si vous avez par exemple 200 jardiniers et vous voulez faire votre étude uniquement sur 30 jardiniers, là vous êtes obligé d'utiliser une technique d'échantillonnage. C'est bon? Oui. Bon, je pense que j'ai répondu à la question, est-ce que l'exhaustivité fait partie d'une technique d'échantillonnage? Bien sûr, c'est Non. C'est faux. D'accord. Alors, avant de sélectionner votre échantillon d'étude, il y a plusieurs étapes à suivre. Dans un premier temps, bien sûr, vous devez définir les objectifs de votre étude, de votre enquête. Dans un deuxième temps, définir la population d'intérêt. Par exemple, les objectifs de votre enquête, vous voulez faire une étude sur l'asthme chez les jardiniers. Bon, l'asthme en milieu horticole, par exemple. Et dans une entreprise d'horticulture, il y a les jardiniers, là, il y a les horticulteurs, il y a les forestiers, par exemple. Donc, vous devez définir votre population d'études. Par exemple, évaluation ou la prévalence de l'asthme chez les horticulteurs d'une entreprise d'horticole et espaces verts, par exemple. Déterminer les données à recueillir. Là, c'est très important. Faites très attention. Donc, si vous avez un questionnaire, toutes les variables mentionnées dans votre questionnaire, on doit les retrouver dans vos résultats. Donc, c'est ça, les données à recueillir. Puis, fixer la taille de votre échantillon. Au fait, pour fixer la taille de votre échantillon, vous devez prendre en considération plusieurs facteurs. Le facteur temps, par exemple, vous n'avez pas eu assez de temps pour faire votre enquête sur les 200 jardiniers ou sur les 100, voire même sur les 50. Vous n'avez pas le temps. Donc, c'est une étude, la période de votre étude, elle est étalée sur 3 mois, par exemple. Vous n'avez pas eu le temps d'explorer, de faire une spirométrie, une débimétrie striée chez tous les horticulteurs. Donc, vous êtes limité par la disponibilité de l'outil. Donc, tous ces facteurs doivent être pris en considération avant de décider si votre étude elle est exhaustive ou si elle va être sélective. Et dans ce cas-là, vous êtes obligé d'utiliser une technique d'échantillonnage. Au fait, l'échantillon doit être appliqué sur une population qui est très grande. Mais je vous ai dit, si vous avez des contraintes, vous pouvez l'utiliser et dans ce cas-là, on doit le retrouver dans votre protocole d'étude. Sélectionnez une base de sondage. Là, c'est très important. Si vous n'avez pas la liste exhaustive de toute la population mère, vous ne pouvez pas utiliser une technique d'échantillonnage. Donc, si votre population mère n'est pas très importante, par exemple une centaine, mais vous n'avez pas le temps de faire votre étude sur les 100, l'essentiel, vous avez la liste nominative de
toute la population mère parce que la sélection va être aléatoire, d'accord, de votre échantillon. Elle ne peut pas être au hasard, plutôt sélective. Elle doit être au hasard. Donc, il faut avoir la liste mère. Donc, dans votre mémoire de fin d'études, il faut le mentionner, d'accord? Et par la suite, on va décider quelle est la technique d'échantillonnage à utiliser. En fait, il y a plusieurs techniques. Et la technique d'échantillonnage dépend, premièrement, de la liste de tous les individus de la population mère. D'abord, est-ce que vous avez la liste complète de la population mère, par exemple de tous les travailleurs de l'unité que vous devez, qui est concernée par votre étude. Et deuxièmement, de bien sûr, généité ou de l'hétérogénéité de votre population. Là aussi, c'est très important. On va le voir selon la technique utilisée. Est-ce que vous me suivez? C'est bon? Oui. Alors, comment choisir ces individus? Donc, je vous ai dit, au fait, c'est à cette question que nous allons répondre selon les techniques et les méthodes utilisées. Au fait, il existe deux techniques d'échantillonnage. Donc, on a les techniques d'échantillonnage aléatoires ou probabilistes et les techniques d'échantillonnage non aléatoires ou empiriques. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, dans un premier temps, vous devez vérifier la liste de toute votre population mère. Par exemple, la liste de tous les travailleurs de l'unité qui est concernée par votre étude. Si vous avez la liste complète, donc vous allez utiliser la technique aléatoire. Si la liste de votre population mère est infinie, c'est-à-dire vous ne pouvez pas l'avoir, donc il y aura la technique de convenance, jugement, boule de neige, la technique quota qu'on verra. Mais la technique la plus utilisée dans les études et la plus fiable, bien sûr, c'est la technique aléatoire qui est différente. En fait, il y a 4 techniques aléatoires qui est différente si la population mère est homogène ou si elle est hétérogène. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'homogénéité ou la technique ou la population mère homogène? Au fait, l'homogénéité désigne le niveau d'uniformité de la population mère entre les différentes unités d'échantillonnage au sein, bien sûr, d'une même population. Par exemple, alors, les personnes d'un échantillon homogène peuvent avoir le même âge, le même emploi, le même sexe, par exemple, et que l'échantillon d'une population homogène, le plus souvent, elle est petite, mais l'avantage de faire une étude sur un échantillon homogène et de petite taille, c'est que les conclusions sont valables et peuvent être appliquées sur la population mère. En revanche, si la population mère est connue, mais elle est hétérogène, les résultats peuvent avoir une incidence négative sur l'interprétation des résultats. D'où l'intérêt de répartir cette population hétérogène en sous-populations homogènes par 3 autres techniques, soit par la technique aléatoire stratifiée ou la technique aléatoire par grappe. C'est les 2 techniques qui sont les plus utilisées contre la population mère et hétérogène. Donc, on va les répartir en sous-groupes, bien sûr, qui doivent obligatoirement être homogènes. Par exemple, on va les répartir en âge homogène, par exemple des sous-groupes dont l'âge est compris entre 30 et 35 ans. Un autre sous-groupe dont l'âge est compris entre 36 et 45 ans. Est-ce que vous m'avez compris? Allô, Oui. allô? Voilà. Oui, Quand la population mère est infinie, dans ce cas, c'est d'autres techniques qui vont être utilisées. Le plus souvent, ces techniques sont utilisées dans le sondage de la population générale, mais pas, si vous voulez, dans les études scientifiques. Alors, les premières techniques les plus utilisées, c'est les techniques d'échantillonnage probabiliste. C'est les plus fiables.
les techniques d'échantillonnage aléatoire, c'est les plus fiables car la caractéristique de ces méthodes, c'est que chaque unité de la population a une probabilité d'être choisie. C'est pour ça qu'on utilise souvent les techniques aléatoires. Donc, ce n'est pas des techniques sélectives. Donc, au fait, c'est des techniques qui font intervenir le hasard pour désigner les différents individus concernés par notre échantillon. La liste de sondage ou la base de sondage ou la liste de la population mère est obligatoire. Donc, c'est le seul inconvénient pour appliquer la technique d'échantillonnage aléatoire. Si par exemple, dans votre mémoire de fin d'études, vous avez sélectionné un échantillon pour votre étude, vous devez mettre dans votre protocole d'étude l'effectif total de votre population mère. Il ne faut pas avoir uniquement l'effectif. Vous devez avoir l'effectif, leur âge, le sexe. Au fait, vous devez avoir toutes les variables concernées par votre étude. Donc, dans un premier temps, le premier tableau que vous devez mettre, si vous utilisez un échantillon, vous avez une population de 200 travailleurs, vous avez ciblé que 70 ou 80. Donc, vous devez mettre dans votre protocole d'étude le tableau des 200 travailleurs avec leur âge, ça dépend des variables que vous devez étudier, l'âge, le sexe, le poste de travail, la durée d'exposition. Donc, en fait, tout dépend de vos objectifs. D'accord? Les techniques aléatoires. Donc, au fait, il y en a 4. La technique aléatoire simple est utilisée quand la population d'études est homogène. Et quand elle est hétérogène, il y a 3 techniques d'échantillonnage. La stratifiée, la plus utilisée, il y a la grappe et la systémique. Alors, la technique de sondage aléatoire simple, donc elle représente, comme je vous l'ai déjà dit, la méthode la plus utilisée. Il y a des étapes à suivre pour cette technique. Donc, il faut identifier tous les individus de la population mère, définir par la suite la taille de votre échantillon. Comme je vous l'ai dit au début, tout dépend des contraintes, si vous êtes limité par le temps. Donc, il faut le préciser dans votre protocole d'étude pourquoi vous avez choisi un échantillon de 30, de 40, de 50, alors que vous avez une population mère de 100 ou de 200. D'accord? Donc, vous devez le mentionner dans le protocole d'étude. Et bien sûr, choisir les techniques du tirage au sort. Ça, c'est important. Car les sujets, il y a plusieurs techniques de tirage au sort pour la méthode aléatoire simple, soit en les numérotant, d'accord? Bon, je vais vous décrire les différentes techniques du sondage aléatoire. Vous pouvez au fait utiliser les fichiers existants des registres. Bon, le HADA, c'est pour surtout déterminer la méthode de la population mère. Alors, la méthode la plus utilisée pour l'échantillonnage aléatoire simple, donc les sujets vont être numérotés, par exemple de 1 à n. On peut utiliser des jetons numérotés ou carrément du papier avec le nom de chaque individu dans une urne, mais vu, bien sûr, comment dirais-je, le secret professionnel, donc l'anonymat, c'est très important. Donc, vous pouvez numéroter dans un premier temps les noms sur un bout de papier qui représente l'individu. Donc, c'est un peu difficile hein, parce que vous devez, par exemple, sur une population de 200, numéroter les 200 travailleurs, les mettre dans une urne. Si votre échantillon, après je vais vous expliquer pour qu'il soit représentatif la méthode de calcul de votre échantillon. Par exemple, vous avez une population de 200, ce n'est pas à vous de décider que vous allez faire votre étude sur 30. Donc, il y a une méthode de calcul de la taille de l'échantillon à étudier. D'accord? Vous allez les mettre dans une urne et choisir de façon aléatoire les sujets qui vont être concernés par cet échantillon. Alors, l'intervention du hasard n'est pas synonyme d'anarchie, faites très attention. Donc, il doit obéir quand même à de nombreuses règles
qui sont strictes et qu'il faut respecter dans la constitution de votre échantillon. En général, la méthode aléatoire simple est appliquée pour une population qui est très grande, environ 1000, mais je vous ai dit pour vous, si vous êtes limité, vous avez vos cours, vous avez vos activités hospitalières, pédagogiques, vous pouvez justifier votre choix de l'échantillon par rapport aux contraintes observées dans votre enquête. Alors, quelle est la taille de votre échantillon et qui peut être représentative de la population mère et avoir bien sûr des résultats et des conclusions qui seront valables. Par exemple, vous avez un atelier qui contient 4000 travailleurs. La taille de votre échantillon est de 200 travailleurs. Donc, vous prenez 4000 sur 200 et vous avez un résultat de 20. Donc, la technique la plus utilisée, surtout si vous avez la liste de votre population mère sous format électronique. Donc, à partir du début de la liste des travailleurs, vous allez choisir le 20e, puis le 40e, le 60e, toujours en faisant des bancs de 20, jusqu'à, bien sûr, avoir une population de 200 travailleurs. Et le tirage de l'individu va se faire suivant un pas constant appelé l'intervalle d'échantillonnage. Dans ce cas, c'est un intervalle de 20. Si vous choisissez une technique d'échantillonnage, tout ça doit être mentionné dans votre protocole d'étude. Est-ce que c'est bon pour le sondage aléatoire systématique, ou le sondage aléatoire simple? Oui, c'est clair. C'est bon? Clair. Oui. C'est bon? Attendez. Là, il y a une petite erreur, s'il vous plaît. Aléatoire simple. Non, pour le sondage aléatoire simple, je vous ai dit que les sujets vont être numérotés, par exemple, de 1 à n. Ensuite, tirés au sort en utilisant une table de nombres aléatoires. Ils ont la même chance d'être choisis dans l'échantillon, quel que soit le type de réalisation. Ça, c'est le sondage aléatoire. En revanche, le sondage systématique, c'est là où on peut calculer, on prend la population générale sur la taille de votre échantillon et bien sûr, si on a un intervalle d'échantillonnage de 20, 4000 sur 200, on a un résultat de 20. Dans ce cas, on va faire le tri ou le tirage de votre échantillon en respectant des bancs de 20. Là, c'est le sondage aléatoire systématique. Est-ce que vous me suivez? Et l'aléatoire, vous prenez, vous les mettez tous dans une urne et vous tirez au hasard, sans qu'il y ait, par exemple, un banc ou un intervalle d'échantillonnage. Est-ce que vous me suivez? Oui. C'est bon? Donc, l'aléatoire, c'est les numéroter de façon anonyme, mettre les numéros dans une urne et les tirer au hasard, de façon aléatoire. Si votre population est très importante et vous avez la liste de vos travailleurs sous format électronique, dans ce cas, vous allez utiliser la technique de sondage aléatoire systématique. C'est bon? Oui. Oui, c'est D'accord. bon. La troisième technique, c'est quand votre population est hétérogène. Si votre population est hétérogène, dans ce cas, vous serez obligé de diviser votre population mère en strates relativement homogènes. Strate veut dire sous-groupe. Est-ce que vous me suivez? C'est bon? Les sous-groupes vont être répartis soit selon l'âge, soit selon le poste de travail, la durée d'exposition, le sexe, c'est ce que j'ai mis comme exemple. Donc, cette technique stratifiée, elle permet de retrouver dans l'échantillon les mêmes proportions pour chacune des strates selon les caractéristiques choisies, bien sûr, pour l'étude dans la population mère. Donc, les différentes étapes de la technique de sondage aléatoire stratifié, vous devez avoir la liste de la population mère,
et vérifier si elle est homogène ou hétérogène. Qu'est-ce que ça veut dire l'hétérogénécité? C'est-à-dire, par exemple, l'âge est différent. Donc, vous avez des personnes âgées, des adultes jeunes. Donc, vous devez les répartir par tranche d'âge. Et dans ce cas-là, vous serez obligé de revenir à la méthode aléatoire. Je vais vous donner un petit exemple. Si par exemple, vous avez des personnes âgées dans votre population. Bon, je vais prendre par exemple les hommes et femmes. Voilà l'exemple que j'ai choisi. Alors, vous avez 84 hommes dans votre population d'études et vous avez 116 femmes. Donc là, c'est une population qui est hétérogène. Vous avez plus de femmes que d'hommes. Vous avez votre population d'études, donc 200 travailleurs. Vous devez choisir quel est le nombre de femmes et le nombre d'hommes qui seront concernés par votre étude. Vous avez une population, alors, vous allez choisir un échantillon de 50. Donc, vous êtes limité par le temps, vous ne pouvez pas faire votre étude sur les 200 travailleurs. Vous voulez faire votre étude uniquement sur 50 travailleurs. Vous allez prendre voilà, donc vous voulez faire votre étude sur un échantillon de 50 individus et vous voulez qu'il soit fidèlement représentatif des 200, pardon, des 4000, on a dit au début, 1000 ou 4000, bon, tout dépend. Alors, vous prenez votre échantillon qui est de 50 fois 42%, vous allez trouver que vous devez sélectionner 21 hommes. 50 fois 58%, 29 femmes. Et vous aurez un échantillon de 50 individus. Alors, les 42% ont été calculés par rapport à 200 et les 58% par rapport à 200. Est-ce que vous avez compris ou pas? Oui. C'est bon? Donc, vous avez une population de 200. Votre échantillon va concerner uniquement 50. Vous avez une population hétérogène. Vous avez plus de femmes que d'hommes. Mais pour être aléatoire, c'est-à-dire pour avoir un échantillon représentatif de la population mère, vous avez 42% d'hommes et 58% de femmes. Votre échantillon est limité à 50 individus et vous voulez qu'il soit représentatif de votre population. Vous multipliez 50 par 42 divisé par 100, vous allez trouver 21 hommes et 29 femmes. Donc, votre échantillon va concerner 21 hommes et 29 femmes. Vous allez les numéroter de façon aléatoire et faire un tirage au sort. Donc, vous allez stratifier votre population mère en sous-groupes. Donc, vous aurez un sous-groupe de 21 hommes et un sous-groupe de 29 femmes que vous allez choisir. Donc, sur les sur les 84 hommes, vous allez les numéroter de 1 à 84 et faire un tirage au sort de 21 hommes. Et sur les 116 femmes, vous allez faire un tirage au sort de 29 femmes pour avoir votre échantillon de 50 individus. Est-ce que vous me suivez là? C'est bon? Oui, oui, c'est bon. Donc, cet échantillon stratifié représentatif va être représentatif et la proportion des sujets tirés au sort. Donc, on aura une fraction d'échantillonnage qui est identique dans chaque strate. La deuxième technique d'échantillonnage par grappe. Donc, cette technique d'échantillonnage par grappe implique la division de la population en groupes, comme son nom l'indique. Donc, un certain nombre de grappes est sélectionné toujours au hasard
puis toutes les unités incluses à l'intérieur des grappes sélectionnées constituent l'échantillon. Donc, en général, cette méthode est utilisée lorsque la région d'étude est très grande ou que la population est très dispersée. Donc, les différentes étapes à respecter, bon, comme pour toutes les méthodes aléatoires, il faut avoir la liste de la population mère. Et en revanche, ce qui diffère entre la technique d'échantillonnage par grappe et la technique stratifiée, c'est qu'on ne peut pas appliquer un échantillon aléatoire à l'intérieur de chaque grappe. Exemple, vous avez un groupe de 12 étudiants. Vous avez, un groupe de 60 étudiants et vous devez choisir un groupe de 12 étudiants. Donc, vous allez demander aux 60 étudiants de se regrouper par 6 et vous allez choisir au hasard 2 groupes, par exemple le groupe 4 et le groupe 7, en retenant tous les individus de ces 2 groupes. Et là, vous allez constituer un échantillon de 12 étudiants. Est-ce que vous me suivez? Donc, c'est clair. ce n'est pas à vous de choisir, c'est à la population d'études de se regrouper et vous allez choisir le groupe, pas les individus. Dans le cas de la technique stratifiée, c'est vous qui avez choisi, bien sûr en faisant les calculs, 21 hommes et 29 femmes. En revanche, dans la méthode par groupe, vous pouvez avoir un groupe où il y a 2 filles et 10 hommes, comme vous pouvez avoir un groupe de 12 femmes, un groupe de 12 hommes. Donc, c'est pour ça que cette technique aléatoire, c'est pas l'échantillon qui est aléatoire, mais c'est le groupe qui est aléatoire. Est-ce que vous me suivez? Oui. Voilà, d'accord. Alors, les techniques maintenant non probabilistes. Alors, les techniques non probabilistes s'appliquent quand la population mère n'est pas connue, elle n'est pas définie. Au fait, elle est infinie. On ne peut pas avoir, par exemple, faire une étude des résultats, je ne sais pas, de la vaccination Covid dans le monde entier. Donc, on ne peut pas avoir des résultats représentatifs de la population mère. En revanche, elle repose sur un choix arbitraire des unités. C'est l'enquêteur qui choisit les unités et pas le hasard. Par exemple, vous voulez faire l'étude de prévalence de l'asthme dans une entreprise chez les encoleurs. Donc, vous avez choisi déjà le poste à étudier. Bien sûr, l'inconvénient, c'est que c'est des études qu'on ne peut pas, les résultats ne peuvent pas être appliqués pour des études scientifiques, d'accord? Pour qu'ils soient appliqués sur la population mère. Mais certaines disciplines utilisent quand même ces techniques d'échantillonnage. Donc, c'est des techniques qui ne sont pas utilisées en milieu médical. Par exemple, bon, il y a d'autres techniques aussi qui sont utilisées dans le suivi d'un patient. C'est des tests thérapeutiques. Par exemple, pour vérifier l'efficacité d'un médicament sur un patient. Mais en revanche, on ne peut pas l'appliquer sur d'autres patients. Vous voyez que c'est des techniques qui ont leurs limites. D'ailleurs, actuellement, ils sont délaissés. Ils utilisent beaucoup plus les techniques probabilistes qui sont plus fiables que les techniques non probabilistes. Bon, les techniques non probabilistes ne font pas partie des objectifs du cours d'aujourd'hui. Je voulais uniquement vous informer qu'il existe des techniques non probabilistes et bien sûr, lors des revues de la littérature, vous allez les rencontrer, mais ce n'est pas la peine de les mentionner, bien sûr, ni dans vos mémoires, ni dans vos réponses d'examen. L'inconvénient de ces techniques non probabilistes, c'est qu'on peut les utiliser uniquement sur les individus qui étaient disponibles lors de notre enquête
ou carrément les individus concernés par notre échantillon sont choisis de manière raisonnée suivant la pertinence par rapport à un sujet étudié. Et que soit les différentes catégories d'individus sont inclus jusqu'à ce qu'un nombre défini soit atteint dans chaque catégorie. Je pense que parfois, certains étudiants le mentionnent dans leur étude. Ils commencent à faire leur étude. Une fois qu'ils atteignent un effectif de 100, ils s'arrêtent. Et là, ça devient une technique d'échantillonnage. Faites très attention. Vous devez mentionner tout ça dans vos mémoires. D'accord? Par exemple, si vous faites une étude, vous vous déplacez dans un service de radiologie pour faire votre étude sur la radio, sur les connaissances en radioprotection. Et là, vous interrogez toutes les personnes qui étaient présentes lors de votre passage en unité de radiologie. Une fois que vous allez remplir les 60 questionnaires, hop, vous commencez à faire votre dépôt, vous dépouillez vos résultats, vous les analysez, vous les enregistrez. En fait, ça, c'est une technique d'échantillonnage non probabiliste. D'accord? Et là, vous devez utiliser le terme d'échantillon. C'est bon? Oui, S'il vous plaît, Oui, c'est bon. ce que vous retrouvez dans cette technique? Je pense que vous avez déjà commencé vos enquêtes sur les lieux de travail pour votre mémoire de fin d'études. Dites-moi dans quelle technique, là, vous vous retrouvez. Est-ce que vous avez étudié, plutôt utilisé un échantillon sans vous rendre compte que finalement, vous avez utilisé une technique d'échantillonnage? Bon, pour ceux qui ont utilisé la méthode exhaustive, donc ils ne sont pas concernés par cette technique, allez-y, vous êtes, oui, on a un peu de temps. Expliquez-moi, parce que moi, c'est on arrive à la l'exhaustivité. J'ai pris tous les travailleurs de l'atelier D'accord. de traduction. Allez-y. Les suivants. Je suis aussi dans l'exhaustivité. D'accord. Faites attention, on ne peut pas vérifier ça. Allez-y. Ahmed, Pareil, moi aussi, je suis dans l'exhaustivité. l'exhaustivité. Donc, tout le monde a utilisé la méthode exhaustive, c'est ça? Moi, j'ai pris les femmes de ménage de l'hôpital, donc je suis dans l'exhaustivité aussi. Ah non, attendez. Bouchra, c'est ça? Non, c'est Docteur Babech. Alors, dites-moi, comment vous avez sélectionné les femmes de ménage de l'hôpital? Elles sont très nombreuses. Non, pas du tout, 42. On est à 42. 42 femmes de ménage au total. Ah, vous avez pris toutes les femmes de ménage de l'hôpital. Oui, tout à fait. Elles ont répondu toutes au questionnaire. Non, je n'ai pas encore entamé la distribution des questionnaires. D'accord. Je n'ai pas entamé mon mémoire. Donc, vous ne savez pas si tous vont être concernés par votre enquête. Parce que si vous allez distribuer tous les questionnaires aux 47 ou je ne sais pas combien de femmes de ménage et vous aurez uniquement quelques réponses, vous pouvez la considérer comme exhaustive, mais il y a eu un taux de non-répondants qui n'ont pas participé à l'enquête. Radio, c'est les critères d'exclusion, à vrai dire. Donc, Voilà. Voilà. Mais si, par exemple, vous n'avez pas pu remettre tous les questionnaires aux femmes de ménage, dans ce cas, vous serez obligé d'utiliser une technique d'échantillonnage. Non probabiliste, parce qu'en vous déplaçant sur les lieux de travail, vous ne les avez pas trouvés. D'accord? De circonstances, c'est ça? Exactement. Très bien. Et là, c'est une technique non probabiliste. Vous avez remis le questionnaire uniquement aux femmes de ménage qui étaient présentes lors de votre passage. Est-ce que vous me suivez? Oui, docteur Scheller. Voilà, donc ça ne devient pas une étude exhaustive. Ça devient une technique d'échantillonnage de circonstances. Ok. D'accord? Oui. Donc, votre étude a concerné uniquement les individus qui étaient disponibles au moment de votre enquête.
C'est bon? C'est bon. Oui, D'accord. c'est Et bon. les En autres? fin de compte, on est dans la technique d'échantillon de circonstances. On n'est pas dans l'exhaustivité. Exactement. C'est une technique d'échantillonnage non probabiliste. Voilà. D'accord? C'est bon? C'est bon, docteur Chébert, merci. Je vous en prie. D'accord. Alors, on continue. Oh là là. Là, je ne le retrouve pas. Je veux revenir. C'est bon? Pardon, professeur. Oui, allez-y. Euh, pour mon étude, il y a environ 100, on va dire 108 travailleurs, Mhm. mais je pense pas qu'il y a un petit pourcentage qui vont pas participer, peut-être 10%, 15%. Pourquoi? Pourquoi ils ne vont pas participer? Parce que je sais pas, est-ce qu'ils vont tous faire des audiogrammes et des questionnaires? D'accord. Donc, vous êtes limité par les contraintes de temps, par les contraintes de leur disponibilité, par les Voilà, la contraintes. disponibilité surtout. Donc, vous êtes obligé là d'utiliser une technique d'échantillonnage. Exactement. Oui, mais dans votre technique d'échantillonnage, l'échantillon qui va être sélectionné, est-ce que parmi ces échantillons, probablement, il y aura des personnes qui vont être absentes aussi, c'est ça? Oui, peut-être, oui. D'accord. Donc, vous, quand vous allez vous déplacer ou quand vous allez convoquer uniquement les travailleurs qui seront disponibles. Exactement, parce qu'ils travaillent en 3 shifts, donc il y a des travailleurs de nuit à chaque fois, même pour l'audiogramme. Genre, il faudrait qu'il y ait un repos auditif. D'accord. Donc là, vous allez utiliser la technique d'échantillonnage par quota. Vous allez commencer à faire votre enquête jusqu'à atteindre l'effectif que vous jugez pas représentatif, mais jusqu'à atteindre un certain effectif. Voilà, on va dire 80%. D'accord. Donc, vous allez utiliser une technique d'échantillonnage par quota. Exactement. D'accord. OK. D'accord. OK. Voilà. Merci. Donc, vous devez le mentionner tout ça. Vous devez mentionner la population mère, vous devez la voir. Et dans les, pas les critères, pardon, dans les, pas les contraintes, dans les limites de votre étude, vous devez le mentionner, que vous étiez contraint d'utiliser la technique d'échantillonnage par quota. Par quota. Voilà. D'accord, dans les limites de votre étude. D'accord, ok. Voilà. On continue? Oui. Alors, Oui. on va faire. Voilà. Pourquoi j'arrive pas à. Est-ce que vous voyez la diapo? Celle de méthode de sondage non probabiliste, oui. Ça, d'accord. On Mais continue. ça, Là, ça a bugué. Entendez? Et on Oui. peut même lire. Donc, ce qu'il faut retenir du cours d'aujourd'hui, c'est que l'utilisation des techniques d'échantillonnage va vous permettre de reproduire fidèlement la population totale que vous étudiez et de ce fait, vous garantir la représentativité de votre échantillon. Mais il faut savoir également qu'en matière de sondage, il n'existe pas de certitude, même si l'échantillon a été obtenu par utilisation d'une méthode rigoureuse. Les pourcentages obtenus, bien sûr, ainsi que les résultats de la technique ont toujours une marge d'erreur liée au fait qu'on interroge une fraction de la population. D'accord? Donc, pour ceux qui ne font pas d'études exhaustives, mentionnez dans vos limites les contraintes qui ont fait que vous n'avez pas pu interroger toute votre population d'études. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à poser?
Non, c'est clair, merci. C'est bon? Non. Parfait. D'accord. Je vous remercie. Allez, on vous dit Haftarek. Haftarkom à vous aussi. صحة فطورك. Merci, Au merci. revoir. Je Merci, vous en Dr. prie. Au Chef. revoir. Au Au revoir. revoir. Au revoir.